Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, Guerre et médias, nous allons parler des médias durant les deux guerres mondiales. Alors, c'est parti! Donc, la Grande Guerre et les médias. Dans la Grande Guerre, le premier média qui est mobilisé, c'est l'affiche, qui aura un grand rôle, notamment les affiches pour annoncer la mobilisation. Alors, il va y avoir de nouvelles conditions d'exploitation des médias. Il va y avoir de gros effets sur le monde de la presse qui va être désorganisé, notamment dans les zones de guerre. Il va y avoir une pénurie d'hommes, de matières premières, de recettes à cause de l'écroulement des recettes publicitaires. Il va y avoir la fermeture de certains titres, une mobilisation de la profession avec un soutien de l'État, notamment financier. En 1916, avec un groupement d'intérêt économique des presses, qui en 1918 devient l'Office national de presse. Concerne la main-d'œuvre, les difficultés, la répartition du papier, mais la presse est obligée d'augmenter ses prix et de réduire la pagination. Il y a une série de rubriques qui disparaît, boursière, judiciaire, les feuilletons qui vont réapparaître sur des formes patriotiques. Il va y avoir une atonie de la vie politique, une union sacrée. Les journaux vont essayer de répondre à la demande du lectorat avec des informations pratiques, des nouvelles du front ou une situation diplomatique et militaire. La censure de la presse, instituée dès le début de la guerre, une censure des informations militaires et diplomatiques. Il est interdit de publier tout commentaire défavorable à l'action du gouvernement. La presse collabore dans un premier temps dans un esprit patriotique. C'est une exception depuis 1881 que la presse soit muselée comme ça. Mais plus on avance et plus ça pèse lourd pour la presse. Il y a une censure de plus en plus forte. Avec une cohérence absente dans l'application et difficile car c'est la préfecture qui fait ça. On dénonce aussi un manque d'informations sur la presse. Les correspondants de guerre ne sont autorisés qu'à partir de juin 1917. C'est restrictif dans le cadre d'une mission journalistique encadrée par des militaires qui montrent ce qu'ils veulent. Les journalistes vont se battre contre la censure. Clémenceau, qui est un homme de presse, qui a créé l'homme libre, censuré va devenir l'homme enchaîné. Quand il devient président du Conseil, il va assouplir la censure. Alors cette censure, elle va être levée très tardivement, octobre 1919, le temps de faire la paix, et à cause de la situation révolutionnaire et guerrière en Russie, future URSS dans quelques temps. Alors, il y a des formes de propagande par les médias. La presse de gauche va dénoncer un bourrage de crâne. L'optimisme patriotique est de rigueur. On survalorise les victoires et inversement pour les défaites. Si on a une victoire, c'est la victoire décisive. Si on a une défaite, c'est pas grave. C'est un peu de mouche, voilà. On désigne l'ennemi comme un barbare et les Allemands font pareil. On mobilise tous les supports médiatiques, il y a une véritable culture de guerre, création de journaux de tranchées, contrôlés par les militaires et le gouvernement avec 400 titres, avec un tirage d'à peu près 100 000 exemplaires. Vision édulcorée de la guerre, et certains vont développer une liberté de ton, comme le Canard enchaîné, un journal de tranchées, avec l'effet de l'humour. C'est une manière de contourner la censure. En 1918, 40 000 exemplaires. On va remettre aussi en cause le consensus autour de la guerre, on fait circuler des informations et des images, c'est intense entre le front et l'arrière. Les combattants envoient à leur famille et répondent à une demande sociale. Il y a une production officielle, pas aseptisée avec une violence qui n'est pas occultée aussi des fois. Le gouvernement comprend qu'il faut produire et donc produire de l'image. En 1915, il y a la création du service photographique qui va raconter la guerre par l'image pour mettre en mémoire. Dimension patrimoniale, ça va devenir la section photographique et cinématographique de l'armée qui existe toujours. Cinéma de guerre, les images sont fausses car techniquement, on ne peut pas le faire. On n'a pas les moyens techniques, donc on refait les choses, c'est du fake. Voilà, on refait les scènes, il y a une circulation d'images à l'échelle internationale, une véritable course à la saucisse, parce qu'il faut convaincre ceux qui sont neutres de nous rejoindre, parce qu'on est tellement génial. Voilà, 1916, maison de la presse par le gouvernement pour contrer la propagande allemande, on va essayer de convaincre l'opinion publique. L'affiche a un grand rôle, car la propagande de masse est utilisée massivement par les États belligérants. On l'utilise notamment dans le monde anglo-saxon, dans les pays où il n'y a pas de conscription militaire, pour convaincre les autres d'aller faire la guerre. Et puis ça va servir de modèle aussi. Il y a des affiches utilisées pour vendre des emprunts aussi, ou des organisations de journées particulières. Il va y avoir toute la mobilisation des entreprises commerciales aussi. Donc maintenant on va passer à la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est pratiquement les mêmes logiques. Il y a un encadrement des médias, très précoce, dès juillet 1939, il y a un commissariat général à l'information qui se charge d'organiser la censure et une mise en place par l'armée. La presse est muselée, surtout les défaitistes et les communistes. L'humanité est interdite au lendemain du pacte germano-soviétique. Il faut maintenir le moral de l'opinion. Alors, avec l'occupation dans la zone occupée, certains titres se sabordent, et dans la zone sud, c'est publié sous l'autorité de Vichy. Les médias sont très encadrés au nord par la Wehrmacht et l'ambassade allemande. Radio Paris et les cinémas sont un monopole allemand.
1943, l'Allemagne favorise ceux qui collaborent. Il va y avoir une propagande qui va mobiliser tous les supports. À Beaune, on va donner un clos de vigne au maréchal. Il y a aussi des expositions à la gloire du régime, comme avec Arnaud Breck. Londres et la presse résistante, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ceux qui n'adhèrent pas à Vichy vont développer des actions médiatiques, surtout les supports possibles, avec 1200 feuilles clandestines qui circulent. C'est le moment où la résistance s'organise autour de titres de presse, diffuser une contre-propagande, avec des témoignages et tout ça. Certains titres comme Le Combat tirent par exemple à 40 000 lecteurs. D'autres titres à 300 000. Tous ces médias sont liés à la France libre avec une presse et des hebdomadaires. Il y a aussi des créneaux de diffusion sur la BBC. Pour le général de Gaulle, c'est essentiel pour lutter contre la propagande et son arme politique première. Il faut soutenir le moral des Français, saper celui des Allemands. L'émission Ici la France et les Français parlent aux Français se prolonge dans l'Empire français avec Radio Brazzaville, Radio Algérie, mais aussi des émissions sur Radio Amérique. Radio France cesse en novembre 1944. La guerre, c'est aussi dans la résistance une réflexion sur la radio et la presse après la guerre, et avec une épuration et faire table rase du passé et rendre la presse aux journalistes une presse de qualité et de vérité. Quand on voit le résultat quasiment 80 ans plus tard, on peut se dire que c'est ballot. La libération va conduire à un bouleversement du monde médiatique avec une grosse épuration et faire disparaître les titres qui ont collaboré avec un consensus et de reconstruire le monde médiatique sous l'égide de la République restaurée avec la création de l'AFP. En conclusion, on peut résumer la vidéo par 3 mots. Durant la guerre, la presse, c'est censure, propagande et réflexion. Censure parce que y a une guerre à mener, propagande pour mener cette guerre et réflexion sur comment informer, comment contourner la censure et comment faire après la guerre pour améliorer la situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!